Je m'en vais donc conclure cet après-midi en 4 petits tableaux. D'abord, vous me permettrez en prologue d'adresser un certain nombre de remerciements. D'abord à vous, distingués participants d'Horizons divers, et les débats en ont témoigné. Remercier le comité d'organisation, je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaîtront. Remercier beaucoup les étudiants que vous avez vus évoluer, à la fois pour vous accueillir et pour animer les débats. Remercier bien sûr la gouvernance de VET AgroSup, son service de communication, son service audiovisuel, et bien sûr remercier Florence Belahen et Isabelle Santos pour l'animation de la table ronde. Et puis, à la fin, remercier infiniment Catherine Granchet qui a assuré la logistique secrétariale pour cet événement. Dans ce registre logistique et institutionnel doivent aussi être remerciés l'ENSV, la chaire de bien-être animal, l'Université de Lyon et bien sûr l'INRA, en particulier le département de santé animale, mais l'INRA représenté ici par M. Richard, délégué à l'expertise scientifique collective, à la prospective et aux études. Mon deuxième tableau sera de revenir sur la justification et les suites d'une journée telle que celle-ci. On vous l'a dit, on la souhaitait plurielle dans son approche, dans ses débats, je pense qu'on a réussi. On voulait aussi qu'un établissement comme le nôtre mène une réflexion pour pouvoir se positionner par rapport à ce débat concernant la conscience dite animale, puisque c'est comme ça que nous l'avions appelé dans le titre, afin que cet établissement puisse s'inscrire avec vous parmi les meneurs de réflexion, mais aussi les acteurs de réflexion sur des questions qui, inévitablement, restent encore non résolues. Alors, je ne vais pas faire l'exégèse des différentes interventions que nous avons entendues, mais un certain nombre de questions méritent encore débat, et nous le verrons à la fin de mon intervention par une courte communication de M. Mounier, comment est-ce que nous pouvons procéder. La table ronde a également insisté sur ces questions et celles-ci reviendront un petit peu plus tard. En préparant cette dernière intervention, voici donc l'épilogue que j'avais écrit avant d'entendre l'ensemble des interventions de cet après-midi. Et plusieurs idées m'étaient également venues. La première, confortée en cela par quelques points déjà abordés, concerne le cœur de nos préoccupations, la conscience, et nous l'avions appelée la conscience animale, et à l'évidence, je pense qu'il faudrait plutôt parler de la conscience des animaux, avec toute la variabilité qu'on a vue au cours de l'après-midi. D'autres questions m'étaient venues, comme par exemple, lorsque l'on observe un nuage des tourneaux, ont-ils conscience de la beauté de ce qu'ils réalisent? Lequel mène la danse et, s'il y en a un, en a-t-il conscience? D'autres questions. Un animal sait-il quand il joue? Sait-il, entre guillemets, quand il joue? Comment vit-il la tristesse? Que lui indique sa conscience lorsque il vit cela? Une autre vraie question, c'est la perception du soi comme soi d'un animal, amenant à savoir quelle est la perception de soi et des autres et de l'interaction entre les deux. Ainsi, partant du principe de l'existence de la conscience pour chaque individu, il est sûrement intéressant pour nous autres qui réfléchissons de raisonner en nous mettant à la place de l'animal. Par exemple, a-t-il conscience? Comment a-t-il conscience de la vie et de la mort? Comment a-t-il conscience d'une décision d'euthanasie prise pour lui sans dire à sa place? Comment a-t-il conscience de la mise à mort? Que lui dit sa conscience dans ses relations avec l'homme et aussi avec le monde du vivant? Ont-ils conscience de leur bien et de leur mal? Ainsi, en imaginant percevoir et restituer ce que je comprends de l'animal en tenant compte des interactions,
Je me surprends donc à avoir une relation empathique, dont on a déjà parlé. Mais alors, suis-je vraiment capable de raisonner comme l'animal en toute objectivité? Ai-je réellement les moyens de me départir de ma subjectivité forcément anthropocentrée, consciente ou inconsciente, pour entretenir cette relation? Enfin, sujet qui n'a pas été abordé, mais si l'âme peut être définie comme un lieu de rencontre chez un individu entre l'existence et le déploiement de son identité et de sa personnalité, peut-on donc aller jusqu'à la question de l'existence même d'une âme chez l'animal? Autant de questions auxquelles je ne saurais répondre tout seul, bien sûr, mais qui, à la vérité, tout en me perturbant, ont à l'évidence fait changer mon regard, notre regard, sur l'animalité, ou plutôt l'humanimalité, néologie prometteuse pour les débats contradictoires qu'elle peut susciter. Alors, n'étant finalement ni philosophe ni historien, encore moins théologien, mais m'étant permis de clore ce symposium par d'autres questions, ou des questions différemment posées, je voudrais simplement terminer sur une note à la fois amusée et grave, comme on aime à utiliser les oxymores. Qui aurait imaginé combien les paroles de l'artiste, que vous reconnaîtrez peut-être, sont, presque 50 ans après avoir été écrites, d'une rare actualité quand il racontait « Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais qu'il se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi ?» Terminant alors en disant « Ah, mon chien, c'est quelqu'un. » C'est dommage qu'il ne soit pas là pour... Il vous aurait raconté tout cela mieux que moi. Parce que cette histoire, lorsque c'est moi qui la raconte, personne n'y croit, alors que lorsque c'est mon chien, les gens sont tout oui. Les gens croient n'importe qui. Peut-être qu'aujourd'hui, cet artiste aurait écrit une narration racontant que la population canine vient de se réunir pour un symposium sur la conscience humaine. Je vous remercie de votre attention. Et je donne la parole à Luc qui va vous annoncer ce qu'on a décidé. Bonjour, donc je ne vais pas durer longtemps, mais juste on a vu que cette conférence extrêmement riche avait apporté un certain nombre de réponses, mais avait soulevé bien plus de questions qu'elle n'avait apporté de réponses. Et on l'a vu avec, c'est l'intérêt d'un travail scientifique. Et Jean-Luc a soulevé un certain nombre de ces questions-là. Tous, autant qu'on est, on entend dans la société, avec les gens qu'on rencontre, ces questions qui se posent vis-à-vis de la place de l'animal, comment on peut mieux positionner l'animal dans la société, comment on peut mieux améliorer notre relation aux animaux. Et donc, en réflexion avec Jean-Luc, que je remercie très fortement pour l'organisation de cette conférence, et je pense qu'on pourra l'applaudir à la fin ou même maintenant. Nous nous sommes dit qu'avec AgroSup, nous ne sommes pas les seuls, mais nous regroupons un certain nombre de compétences sur cette question-là de la relation homme-animal, que ça soit avec des animaux de laboratoire, que ça soit avec les chevaux, que ça soit avec les carnivores domestiques, ou encore avec les animaux de rente. Et donc on a décidé alors de formaliser un peu l'accompagnement de cette question-là par la création d'une sorte de comité de réflexion avec AgroSup pour l'instant, mais qu'on espère pouvoir s'ouvrir à d'autres composantes et puis ouvrir bien plus largement, mais de commencer en tous les cas à regrouper et à réfléchir sur cette question de la place de l'animal et de la relation homme-animal dans nos sociétés. Donc ça, c'est à l'initiative de Jean-Luc, ça sera coordonné par la chaire Bien-être animal et VET AgroSup, et donc on vous invitera tous à des réflexions ultérieures sur cette question-là. Merci encore et merci à Jean-Luc.